Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du commentaire de texte et un petit peu la méthode et surtout le travail au brouillon qu'il faut faire pour essayer de comprendre au maximum un texte, pouvoir l'interpréter et pour éviter de faire de la paraphrase et du hors-sujet. Alors, j'ai choisi ici donc le texte, de Charles Baudelaire qui est «À une passante», qui est donc tiré des Fleurs du Mal, heu, du recueil de poèmes du Fleur du Mal qui a été écrit donc en 1857. Pour, donc quelles sont les premières choses à faire lorsqu'on a un texte et qu'on va sur un commentaire de texte? Déjà, au niveau du matériel, il faut avoir, plusieurs couleurs. C'est assez important de ne pas se limiter qu'à 4 ou 5 stabilos, mais au contraire même aller chercher sur des crayons de couleur et des feutres parce que on va avoir, et encore là ce n'est qu'un poème, mais dans un texte, on va avoir aussi beaucoup de choses à analyser. On va avoir que si les couleurs sont les mêmes à chaque fois, ça va être un petit peu difficile pour ensuite s'organiser, pour la création du plan notamment. Donc déjà, il y a plusieurs couleurs. Ensuite, prenez aussi beaucoup, enfin plusieurs quand même feuilles de brouillon, parce qu'on n'écrira que sur la feuille de devant. On n'écrira pas sur le verso. Pour quelle raison? Parce que comme ça, vous pourrez voir sur toutes vos feuilles à plat, vous verrez donc vos différents éléments. Vous n'aurez pas besoin de tourner, virer, c'est agaçant et puis, ça nous fait perdre le fil. Comme ça, vous aurez bien tous vos éléments les uns à la suite des autres de manière très visible. Donc ça, ce sont les premières choses à voir. Ensuite, donc, pour l'analyse du texte, la première étape, la première chose qui est très importante à faire lorsqu'on a un texte, hein, c'est vraiment de le lire attentivement et faire plusieurs lectures. C'est-à-dire, une ne suffit pas. Il faut donc aller chercher vers une lecture au moins 3 à 5 fois le texte. Au moins pour comprendre vraiment les enjeux, et un petit peu comprendre un petit l'articulation de ce texte pour essayer de mieux analyser par la suite. Donc ça, c'est très important. On commence pas à réfléchir: «Ah tiens, il y a une métaphore, il y a ci, il y a ça». Non, juste on lit le texte, on le comprend, on l'assimile et on essaye, de se l'approprier, heu, de manière à ce qu'on puisse, voilà, vraiment savoir, par la suite analyser. Donc une fois qu'on a lu le texte, hein, 3 à 5 fois, il va être important donc de commencer la deuxième étape et donc ça, c'est une étape qui va prendre, assez de temps, mais c'est, l'analyse suivie. Cette analyse suivie, du document, du texte, elle est importante parce que c'est vraiment ça qui va faire, le corps de votre commentaire de texte. C'est là où est-ce qu'on va venir retrouver, tous les arguments qui vont être analysés, les procédés et les citations. Donc comment est-ce qu'on fait notre lecture suivie du texte? Eh bien déjà une fois qu'on a ça, il est très important de numéroter les lignes, les vers ici. Donc là, c'est un poème, c'est assez court, donc on peut les faire sur pour chaque vers. Voilà, donc là, j'ai numéroté tous les vers. Comme ça, c'est plus facile. Quand moi, je vais écrire, je vais pas mettre les citations, j'aurais mis un coup de surligneur et ensuite, quand je serai à l'écrit, je ne vais pas il faudra mettre, les lignes ou les vers et comme ça évite de réfléchir, que 5, 10 et cetera. Ça demande déjà, on perd du temps. On perd peut-être quelques secondes, mais ça c'est de la perte de temps. Comme ça, là, c'est fait une bonne fois pour toutes. Donc une fois qu'on a donc numéroté, nos vers, nos lignes, hein, on passe donc à cette analyse suivie du texte qui va donc s'organiser de telle sorte à ce qu'on fasse vers par vers une analyse. L'avantage des poèmes, c'est qu'on va aussi avoir tout ce qui est en lien avec la versification et cette versification, elle est importante, elle est intéressante et c'est ce qui va rajouter aussi du contenu et de la matière, à vos analyses et donc cette versification, elle est aussi attendue. C'est-à-dire que si vous avez un poème et que vous ne parlez pas de versification,
eh bien, ça ne marche pas, c'est pas normal. Donc on attend vraiment de vous, quand vous avez un poème, de parler de la versification. Donc là, on va se mettre en condition, et là, on va donc analyser on va au moins analyser le premier quatrain ici, de telle sorte à ce qu'on puisse donc comprendre la méthode et dans quel sens est-ce qu'il faut qu'on... Voilà, donc là, je prépare plusieurs couleurs, et donc on va ici prendre le temps vraiment de s'arrêter sur chaque mot ou presque pour voir vraiment ce que l'auteur a essayé de mettre en avant. Donc moi, la première chose que je remarque déjà ici, la rue assourdissante autour de moi hurlait. On a déjà la première chose, le complément circonstanciel de lieu, la rue, pardon, qui n'est pas du tout complément circonstanciel, mais qui est le sujet. Donc ici, le sujet. Donc là, on a notre citation. Ensuite, on va tendre vers un procédé. Donc ici, c'est un sujet. Et donc, on va avoir une analyse qui va donc ici, donne une indication... ça donne une indication sur le lieu, hein. On est vraiment on définit le cadre spatial, en fait. Ici, la rue. Donc ça, c'est assez intéressant de le remarquer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que là, je suis parti donc d'une citation. On a la citation. J'ai cherché un procédé. Ici, un sujet. Donc là, c'est le procédé. Et à partir de ce procédé, de cette citation, eh bien, j'amène vers une analyse. C'est le sens vraiment qu'il faut appliquer. C'est-à-dire qu'on prend ensuite, par exemple, si on continue, nous allons donc avoir assourdissante. Allez, là, bon, qu'est-ce qu'on a? On a un adjectif qualificatif épithète. Donc ça, on a la citation. Ensuite, on va amener avec le procédé. Ici, l'adjectif qualificatif épithète. Et donc ensuite, on va amener donc une analyse. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Eh bien, assourdissante, on va donc, pareil, toujours dans cette définition du cadre spatial, qui va donc amener ici une dimension très bruyante. On a le bruit qui est présent. Sûrement que ce bruit, on va pouvoir en faire quelque chose après. Il est possible que ce bruit, on puisse l'interpréter. Ensuite, une fois qu'on aura bien interprété autre chose, ah oui, peut-être que ce bruit participe à créer une émulsion. Peut-être que ce bruit participe à créer un certain climat. Donc ça, on pourra y revenir par la suite. Ensuite, autour de moi, hurler. Bon, moi, il y a quelque chose qui est quand même assez marquant. C'est qu'on a la rue, finalement, qui hurle. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc, si elle hurle, donc toujours citation, procédé, donc c'est une personnification. Et on voit qu'on prend le temps quand même de s'arrêter sur chaque élément du vers, sur chaque élément qui constitue le poème, pour vraiment avoir une analyse claire. Là, on voit que ça se répète. C'est pas grave. On est dans la définition du cadre. Ok, c'est pas grave. Parce que ça va nous faire des arguments en plus. Ensuite, la personnification. Donc là, cette personnification, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Qu'est-ce qui peut en sortir de cette personnification? Eh bien, en tout cas, ici, la rue semble être maître. Et puis on a toujours vraiment ce cadre du bruit, hein, qui est vraiment présent avec le verbe hurler, quoi. Ce bruit est là, il est vraiment présent, et donc on a une rue qui semble être maître, qui est vraiment présente, qui est au cœur
de ce début du poème. Et là ensuite, on a un point et on part sur longue, mince, en grand deuil, douloureuse, majestueuse. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on a? On a une suite d'adjectifs. Longue, mince, en grand deuil, c'est pas un adjectif, mais douleur majestueuse. On a en tout cas une énumération qui se met en place. Bon, ben, cette énumération, qu'est-ce qu'elle participe, qu'est-ce qu'elle crée, qu'est-ce qu'elle met en avant? On a l'idée ici d'une description. On est vraiment dans la description de cette femme qui passe donc d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Donc ici, la description qui se met en place. Pourquoi est-ce que l'énumération elle est intéressante aussi? Moi, je trouve qu'on va avoir une dimension de mouvement. Longue, mince, en grand deuil. Douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Bon, ici, on a une énumération d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Cette énumération, elle continue. Donc, on est dans la description, mais aussi, ça crée du mouvement. On a la création du mouvement qui est présente. Ensuite, on peut donc revenir sur le vers numéro 3 et donc s'arrêter sur une femme passa. Donc là, on a quand même deux choses à analyser. On a le une femme, donc une, l'adjectif, le déterminant indéfini. Donc ici, on est dans l'inconnu. Elle est inconnue pour lui, donc c'est une femme parmi tant d'autres, et pourtant elle sort du lot. Et ensuite, nous avons passa. Donc ici, le verbe passa, il est conjugué pardon. Il est conjugué donc au passé simple, et ce passé simple, donc c'est une action brève, et ça continue vraiment à créer cette dynamique, un mouvement. Bon, on a fait le premier vers, mais comme je vous ai dit dès le début, il est important de parler de la versification. Ici, on a une versification, on peut déjà s'amuser à compter le nombre de syllabes qu'il y a. La rue assourdisse. Alors, on a donc ici la mise en place de plusieurs vers, et on peut donc compter les syllabes. La rue assourdissant autour de moi hurler. On a donc un alexandrin. Ensuite, on continue. Longue main sans grand deuil douleur, leur majestueuse. On a aussi un alexandrin. Une femme passa d'une main fastueuse. On est à nouveau dans un alexandrin. Sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, à nouveau dans un alexandrin. Et donc ça va être dans tout le poème, et ça peut être intéressant de dire qu'en tout cas, on a aussi, grâce aux alexandrins, ici, on a finalement la mise en place donc d'un mouvement. On a un mouvement, on a un rythme qui est présent. Un rythme, une dynamique. Donc ça peut être intéressant de le marquer. Ensuite, si on peut s'intéresser par exemple à ce qui est ici, d'une main fastueuse sous le vent. Sous le vent, bon, ça suffit pas pour faire un enjambement, mais par contre, on a un rejet. Ici, on a donc un rejet qui vient se mettre jusqu'à
jusqu'à sous le vent. Donc ça met une coupure et ça met vraiment l'accent sur l'action qui est donc sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Donc à nouveau pour cette dynamique, ce mouvement, ce rythme euh, qui est présent. Donc si vous voyez vraiment à chaque fois, j'essaye de prendre une citation, je m'arrête sur un élément du texte, ensuite j'essaye de trouver un procédé pour l'accompagner, et de cela, avec le contexte, avec ce qu'il y a autour, eh bien j'essaye d'amener une analyse qui peut être pertinente, ou bien une analyse qui finalement, on s'en rendra compte, au niveau du plan, au niveau du reste, eh bien ne sera pas forcément très intéressante. Donc on va essayer de faire ça pour chaque poème et on peut et ensuite nous verrons donc enfin pour chaque vers pardon et ensuite on verra pour la mise en place du plan pour la création comment est-ce qu'on rassemble les idées. Donc je viens de finir l'analyse du texte, l'analyse suivie, et donc voilà, j'obtiens 2 feuilles assez garnies, et donc on remarque qu'il y a toujours la même mise en place, c'est-à-dire la partie avec tous nos procédés, tous nos citations, pardon. Ensuite, tous nos procédés, et ensuite, on va vers l'analyse, vers l'explication. Ça, c'est très important, et bien sûr, je n'ai pas fait de recto verso. Comme ça, je viens en lien toutes mes analyses, et je peux les voir, c'est visuel. C'est plus simple. Donc, on peut aussi résumer, on va dire, ce poème-là de 2 manières différentes, c'est-à-dire qu'on a donc, enfin, en 2 parties différentes, pardon. On a donc une première partie où ici on a ce que là, on a dans les 2 premiers quatrains finalement l'apparition de cette jeune femme, la découverte un peu de cet amour presque qui germe, et ensuite bah là finalement on a une rupture qui se met en place et le départ donc de notre passante, de cette passante. Il est donc là, on peut au moins essayer de comprendre. Normalement, les poèmes, voilà, il y a quand même une forme chronologique dans ce qui est euh, dans ce qui s'y passe. Donc, ça peut nous aider aussi pour la construction du plan. Donc, je vais pas vous dire tout ce que j'ai analysé. Cependant, vous pouvez voir quand même qu'il y a beaucoup de choses et que comme ce sont des poèmes, les poèmes sont généralement très travaillés. C'est un mot et pas un autre, et donc on a cette dimension-là qu'il faut vraiment rentrer au plus profond et analyser presque donc chaque mot comme vous pouvez le voir. Donc maintenant que j'ai fait toutes nos analyses qui sont présentes sur ces 2 feuilles, eh bien on va essayer de se rendre compte un petit peu de ce qui est identique, qu'est-ce qui se rejoint. Alors pour ça, on va donc utiliser pareil un petit code couleur, se dire ok ça va avec ça. Bon bah ici on a la définition du cadre spatial. Oh bah tiens, là aussi cadre spatial, là je l'ai. Bon bah cadre spatial avec la rue, ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que là, par exemple, j'ai une description, j'ai un mouvement. Ok, la description, elle est là. Euh, on a un mouvement qui se met ici aussi, on a le mouvement. Et là aussi, on a un rythme, on a une question du mouvement. Ok, bah ça peut déjà être intéressant, ça peut peut-être nous faire une partie. On peut aussi avoir ici le portrait, un portrait qui se dessine. Donc je l'ai ici. Euh, je l'ai je l'ai ici. Ensuite, donc le portrait, on l'a aussi un peu de cette manière-là. L'énumération, on l'a aussi ici. Ensuite, le portrait, où est-ce qu'on peut le retrouver? Eh bien, on le retrouve aussi ici. On le retrouve ici. Bon, on voit quand même que le portrait est assez présent. Euh, Ensuite, bon, ben, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve, par exemple, je vais prendre un autre signe distinctif. Eh bien, ici, je vais par exemple parler du coup de foudre. Ok, il y a un coup de foudre. Voilà. Bon, ben là, je vois qu'on a à nouveau un coup de foudre ici. Eh bien, je le trouve encore à nouveau. Où est-ce que je le trouve? Tac, tac, tac. Donc, on a, voilà, ici, à nouveau un coup de foudre. Ok, la question du coup de foudre est
présent. On a aussi la tristesse, la mélancolie qui se met en place, la souffrance. Donc tout ça, je peux donc le mettre en lien, je peux le montrer. Donc on a ici l'amour fini aussi. Donc on a quelque chose qui se passe. Ici, donc la tristesse aussi, on la retrouve ici. On a aussi une rapidité d'action qui est présente, une rapidité une cassure en fait qui intervient. Elle intervient par exemple ici, la brutalité. Ici aussi, on va faire comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, disparition, rapidité. Voilà. Donc, on a à peu près trouvé toute... ah voilà. Il se questionne. Bon, ben ça, le questionnement, on peut aussi le mettre dans la tristesse, quelque chose comme ça. Bon, là aussi, on a le coup de foudre. Il veut la revoir. Donc, on est avec ça. Et on voit qu'on a donc tous on a donc à chaque fois des éléments qui sont pris dans chaque dimension. Ah oui, la dimension de souffrance, je l'ai par exemple, le pronom sujet, en tout cas on est dans le romantisme. Donc je peux en parler. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans cet amour perdu. C'est ce je souffrant, ce moi qui exprime ses sentiments. Donc on l'a qui est présent et donc on l'identifie. Donc là, vous voyez, j'ai identifié un petit peu tout ce qui pouvait se ressembler, tout ce qui pouvait aller ensemble. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir aller créer mon plan. Donc, on prend une autre page. Donc, on enlève ce brouillon. Et on va donc prendre une autre page où est-ce qu'on indique ce qu'on fait. Donc là, on fait le plan. Ce plan, eh bien, comment est-ce qu'on va essayer de le faire? Eh bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce qu'on a mis en place, qu'on a regroupé nos petits éléments avec des signes distinctifs, eh bien, on va essayer de les rassembler et de faire ce qu'on va appeler des sous-parties. Là, par exemple, bon, on a la définition d'un cadre spatial. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important, d'intéressant, mais en tout cas, ça va dans cette idée-là. Ensuite, on va aussi pouvoir avoir la mise en place donc d'un mouvement. On a un mouvement, on a une dynamique, on a un rythme. Donc ça, peut-être que ça peut aussi rentrer dans une sous-partie, peut-être. Ou peut-être que tout simplement, ce n'est pas intéressant de l'analyser juste en tant que mouvement et que ça va participer à autre chose. Ensuite, on a un portrait. On dessine l'auteur dessine un portrait de la personne, de cet inconnu. Peut-être aussi qu'il aurait été intéressant d'analyser, il aurait peut-être été intéressant, pardon, d'analyser ce titre à une passante. Bah oui, c'est-à-dire qu'il l'écrit à quelqu'un, et donc cette passante, c'est celle qu'on va retrouver. Donc on peut aussi analyser ce titre. Ça peut être intéressant. On peut ensuite, là, la destination, donc le coup de foudre, l'établissement d'un coup de foudre. Voilà. Ensuite, on peut aller donc sur la question donc d'une rupture. On a vraiment une rupture, une disparition. Qui se met en place. Ensuite, nous allons donc avoir la mise en place donc le coup de foudre, on l'a dit. On va aussi avoir une idée à nouveau du portrait, ok, et donc de la mélancolie, de la tristesse qui s'établit. Une tristesse, voire une souffrance. Bon, et bien donc si on compte, on en a 1, 2,
3, 4, 5, 6. Eh bien écoutez, je pense que pour faire 2 axes avec 3 sous-parties, eh bien je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a mis un peu des titres sur ça, bien sûr qu'il va falloir modifier parce que c'est pas abouti. Un mouvement, c'est pas très très bien, mais on va pouvoir ensuite créer notre plan autour, donc ici, ça sera donc un grand 1, un grand 2, avec donc des sous-parties qui vont donc être au nombre de 3, A, B, C, et là A, B et C. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il est important? C'est de s'amuser à regrouper, à de se dire, ok, comment est-ce que premier, donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon premier, dans ma première sous-partie, enfin quelles vont être mes premières sous-parties, pourquoi est-ce que je les regroupe, et quels sont les points communs que je vais trouver entre ces sous-parties en fait. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de les regrouper? Eh bien, ces points communs-là, c'est ce qui va donc nous constituer notre grand 1. Là, par exemple, ok, la définition d'un cadre spatial, le mouvement et la mise en place d'un portrait, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir partir. Pour moi, ça serait donc le petit A, on pourrait peut-être partir sur ça. A, B et C, peut-être. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. En tout cas, ça peut me sembler, c'est pas totalement con. Et donc ensuite, on peut se dire, ok, mais quels sont les points communs? Pourquoi j'ai décidé de les mettre ça? Parce qu'on a quand même déjà un lien chronologique. Tout au long de ça, on a un lien chronologique déjà qui se met en place. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, on peut se dire qu'on a, on a un peu la scène d'exposition, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est la définition d'un cadre spatial, on a une dynamique, on a un mouvement qui se met en place, donc à nouveau un peu cette dimension de rapidité. Et puis l'auteur ici il dessine le portrait de cet inconnu. Donc on peut peut-être parler des conditions de la rencontre. Peut-être, je dis pas que c'est quelque chose de correct. En tout cas, j'ai essayé de chercher un point commun entre les sous-parties. C'est peut-être pas la meilleure. Et peut-être qu'en retravaillant mon plan par la suite, eh bien, je pourrais analyser et trouver un meilleur titre. Et donc là, je mets mon A, B, C. Et là, on va donc avoir aussi peut-être notre A, B et C dans cette partie-là. On peut avoir ici, en tout cas, un amour. On est autour de l'amour. Un amour qui serait donc une fausse illusion. Un amour qui ne durerait pas. Un amour bref, peut-être. Je ne sais pas le meilleur des adjectifs, mais on est dans cette idée-là d'un amour finalement qui est court, qui est intense, bref, intense, mais surtout qui fait souffrir. Et donc c'est ce qu'on va retrouver, c'est-à-dire le coup de foudre. Donc le coup de foudre, on va aussi retrouver notre rupture, donc l'élément qui va faire la transition, mais une rupture qui est sèche, qui est importante et qui marque vraiment le tournant, pour amener finalement à une tristesse et une souffrance. Mais cette tristesse et cette souffrance, en tout cas, on est vraiment ici dans l'établissement, en tout cas, d'un romantisme. On est dans le romantisme. On n'a pas forcément... On a cette image-là, donc, de la souffrance. Il y a eu une rupture, on est aussi dans ce jeu, on a eu le coup de foudre donc, qui s'est manifesté. Et donc tout ça, ça peut participer, en tout cas, à mettre, je sais pas, un auteur romantique, peut-être. Parce qu'on on peut voir qu'on a une dimension autobiographique, peut-être, dans ce poème. En tout cas, on a la présence du jeu et du moi. Donc là, on a créé notre plan, je pense que le plan, là, il aurait besoin d'être retravaillé. Il n'est pas fini, mais
pour les besoins de la vidéo, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a mis donc le nom de nos sous-parties, hein, on va venir, là pour moi c'est pas fini, là c'est pas fini. Là il faut par contre qu'on vienne ajouter, donc avec les codes couleurs précédents, tout ce qui va être en lien. Donc là on a par exemple un surlignement qui est bleu, je prends mon surligneur et je refais la même chose avec la bonne catégorie. Là, je vais prendre un exemple ici du pronom. Donc, on représente ici le narrateur. Moi, j'irai dans la tristesse, la souffrance et par la suite, ça va être en lien. Eh bien, je prends mon stabilo, et donc on a dit que c'était dans la souffrance, eh bien, je le mets là. Et donc, on va avoir notre plan qui va être ici colorié, qui va être amené donc des plusieurs éléments interprétatifs et des plusieurs donc pour agrémenter les citations, etc. Et à partir de là, oui, on aura on aura donc un plan qui sera vraiment construit et on pourra partir avec ça pour la rédaction de notre devoir. Donc une fois qu'on a créé notre plan, eh bien je pense qu'il peut être essentiel de passer à la problématique. Donc on n'oublie pas, on numérote la page, donc là c'est la 3e, et donc on va passer à la problématique. La problématique, eh bien c'est un peu comment est-ce que... C'est pour donner des aiguilles, c'est pour se dire, ok, dans quel sens on va aller. Ici, la problématique, on va réfléchir. Disons que le plan doit répondre à la problématique. Ça, c'est très important. Le plan doit répondre à la problématique. Et comment est-ce qu'on va venir chercher la problématique? Eh bien, c'est-à-dire, on se questionne. Comment est-ce que je peux trouver un peu une question qui va faire le lien, qui va pouvoir être répondue, on va dire, grâce à ça. Je n'ai pas d'idée là précisément, mais en tout cas, on peut peut-être se dire, ok, pourquoi cette œuvre, enfin, pourquoi ce poème peut-il être finalement le, le théâtre d'une rencontre qui est chamboulante, une rencontre qui va chambouler. En tout cas, peut-être dans cette idée-là, ou pas du tout, mais il faut qu'on puisse répondre avec nos deux axes. Soit on peut faire 2 axes et 3 sous-parties, soit 3 axes et 2 sous-parties. Le mieux, ça serait bien sûr 3 axes avec 3 sous-parties. Là, pour moi, c'est pas possible, mais c'est le mieux. Par contre, ce que je ne veux surtout pas, c'est seulement 2 axes avec 2 sous-parties. Ça, c'est pas la peine. Il faut quand même aller chercher. Il y a matière dans chaque texte qu'on va vous proposer. Il y a la matière pour pouvoir aller chercher ces interprétations-là avec autant de sous-parties. Donc, c'est-à-dire 6 sous-parties au minimum, pardon. La matière, elle est présente. Elle est présente, et si on vous le donne, c'est que c'est possible. Sinon, c'est que vous n'êtes pas assez rentré dans le texte. On essaye aussi d'avoir entre 2 et 3, si on en a plus, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on en ait par exemple 6 et là 2. C'est pas normal, c'est pas équilibré. Donc là, on essaye d'avoir 2-3 arguments par sous-partie. Les arguments, c'est-à-dire 2-3 citations, plus 2-3 procédés et 2-3 analyses. Ça, c'est ce que j'ai appelé les petits arguments. Donc, on a fait la problématique, on s'est posé la question. Donc là, on s'est posé la question, et une fois qu'on a fait notre problématique, et bien là, nous allons pouvoir passer à la rédaction de l'introduction. Donc l'introduction, vous savez la faire, hein, c'est pas très compliqué, vous connaissez les étapes, c'est assez facile. Si vous avez du mal avec l'introduction, je vous conseille d'abord de la faire au brouillon, et ensuite vous pourrez passer à une introduction rédigée sur votre copie. Une fois qu'on a fait l'introduction, eh bien on se lance directement dans notre développement de notre commentaire de texte. Alors ce développement, comment est-ce qu'il se met en place? Eh bien c'est pas très compliqué. On annonce, donc on fait premièrement, donc alinéa, vous connaissez le principe, tac,
premièrement, tac, 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 tac. Donc là, on met le grand 1. Hop là, là, on finit. Et moi, je vous conseille de revenir à la ligne, de faire un alinéa, et de là, de dire, donc, tout d'abord, et là, on met donc notre petit a. Et là, on développe avec, donc, toujours dans le même sens, enfin, toujours, non, mais toujours avec analyse, procédé et citation, ça c'est important. Et donc, ou alors, vous pouvez mettre, vous pouvez d'abord mettre analyse, citation et procédé. Ou alors, procédé, alors peut-être pas le procédé, mais en tout cas, soit vous commencez par la citation, et vous allez donc vers le procédé, puis l'analyse. Soit vous faites l'inverse, vous commencez par l'analyse, le procédé, la citation. Les deux peuvent fonctionner. Moi, je pense que c'est bien de varier parce que ça permet de casser le rythme et toujours d'éviter d'avoir les mêmes tournures de phrases qui vont être répétitives et redondantes pour le correcteur. Donc, une fois qu'on a fait donc, notre petit A, on vient ici ramener une petite phrase de conclusion. Donc, on ne fait pas d'alinéa, rien du tout, mais juste, on fait une petite conclusion. Pourquoi? Eh bien, ça peut être le moment de rattacher notre grand A et de montrer que le grand A est en effet en lien et qu'il répond bien, en tout cas, au grand 1. C'est-à-dire que oui, c'est un argument et je ne suis pas en train de faire du hors-sujet. J'ai bien démontré par mon grand A qu'on s'inscrivait dans le grand 1. Ça, c'est important. Ça montre que vous n'avez pas trop divagué et c'est rassurant aussi. Et vous faites donc la même chose pour petit b, petit c. Une fois que vous arrivez au petit c, vous faites votre transition et dans votre transition, vous rappelez ce que vous avez voulu démontrer dans le A, le B et le C. Enfin, dans votre grand 1, et donc ça, vous reprenez finalement vos arguments du A, B et C, et ça montre que vous n'avez pas à nouveau divagué. Et toujours, on essaye de ramener que le grand 1, répond finalement à la problématique. On ne le dit pas expressément, mais on essaye de montrer qu'il y a un lien et que c'est pas totalement en dehors de la problématique. Et ensuite, on annonce notre grand 2. Bon, le grand 2, ben, ça marche exactement de la même manière. Et puis ensuite, on arrive à la conclusion. Donc, la conclusion, qu'est-ce que c'est? Ben, d'abord, on fait une réponse à la problématique en lien avec notre grand 1 et notre grand 2. Et ensuite, on va pouvoir utiliser notre amorce, et notre ouverture, et cette ouverture elle est importante. Pourquoi? C'est là où est-ce que vous allez pouvoir rapprocher comment dirais-je, votre texte avec votre culture personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez dire, oh là là, ce poème, donc ici le poème donc de Baudelaire, le poème de Baudelaire va donc amener par l'expression des sentiments, etc., peut se rapprocher d'un poème de Victor Hugo, etc., etc. Donc on est là pour dire, pour rapprocher, pour montrer ces cultures. Le mieux, c'est que si c'est un poème, on parle d'un poème. Si c'est une pièce de théâtre, on parle d'une pièce de théâtre. Si c'est un roman, on parle d'un roman. C'est mieux. On peut essayer aussi de les rapprocher de tableaux, de certains tableaux. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, c'est un petit peu l'intérêt, donc la méthode, principalement au brouillon donc, de notre commentaire de texte. Et donc, au niveau du timing, au niveau de la répartition du temps, moi, je pense que je vous conseille de lire donc, le texte 3 à 5 fois, donc comme je vous l'ai dit, ça peut vous prendre 5 à 10 minutes, grand maximum. Ensuite, on passe donc grand maximum 1 heure sur l'analyse suivie. L'analyse suivie. Ensuite, on regroupe les idées, donc 2-3 minutes. Ça suffit, vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de temps. Ensuite, on crée nos parties, nos sous-parties. On peut passer 5 à 10 minutes là-dessus. Moi, je suis allé plus vite, mais je ne suis pas rentré assez en profondeur.
Ensuite, on fait la problématique, 5 minutes, je pense que c'est suffisant, et ensuite on rédige l'intro au brouillon puis au propre si vous le souhaitez, ou directement au propre, mais ça vous prendra, je pense que 5 à 10, 15, 10 à 15 minutes, pardon, si vous le faites seulement au propre. Si vous le faites d'abord au brouillon, vous pouvez peut-être rajouter euh, peut-être 10, allez, vous pouvez monter à 20-25 minutes, mais pas plus, pas beaucoup plus, parce que sinon vous allez voir que ça va être très compliqué. Si vous respectez donc les délais qui sont écrits, ça vous laisse donc 1h30, entre 1h30 et 1h45 pour rédiger. Donc on se dit entre 15 et 20 minutes par sous-partie. Et ensuite, on va faire la conclusion, 3-5 minutes. Et surtout, on se garde 10 minutes pour se relire. Ça, c'est très important de se relire. C'est là où est-ce qu'on remarque les fautes d'orthographe, là où est-ce qu'on remarque si peut-être que j'ai mal expliqué, etc. Et etc. Et donc, ça peut être important de se relire. C'est important, c'est pas ça peut, c'est important. Ce que je peux aussi vous dire et que j'ai un petit peu oublié, c'est notamment sur l'introduction et la conclusion, il faut la soigner. C'est-à-dire que l'introduction et la conclusion, ce sont les vitrines de votre copie. Si vous avez une introduction qui est bâclée, où il manque l'amorce, ou je sais pas, ou qu'il n'y a pas vraiment d'articulation, que ça force un peu, on ne sait pas trop comment elle a été faite, qu'il y a des fautes d'orthographe. Bon, eh bien, déjà, ça donne un premier aperçu de votre copie qui est pas très très bien. Et ce premier aperçu, eh bien ensuite, le correcteur, il va le garder en tête et ça va un peu déjà, ça le fait chier dès le début de voir une copie comme ça, et donc ça lui donne pas envie, de rentrer dans la copie et de continuer à lire. Donc, soignez votre introduction et votre conclusion. Parfois, les correcteurs aussi commencent par lire l'introduction, puis la conclusion avant le développement. Donc, la conclusion, c'est aussi important. Il ne faut surtout pas la bâcler, hein, notamment, on arrive en fin de devoir, on n'a pas, voilà. Et bien si, il faut quand même passer du temps et prendre en compte cette conclusion. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette méthode, on va dire, de comment est-ce que moi je m'organise tout au long de mon commentaire de texte. On n'oublie pas, c'est toujours la même chose, analyse suivie, hein, ça c'est très important, et donc toujours citation, procédé, analyse. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas.